Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la FIA TV. Vous êtes à la bonne adresse, comme d'habitude, sur le canal 235 de Canal+, à la FIA TV. Votre émission invité de la semaine reçoit ce soir Monsieur Djadji Hamma Sangou. Il est communicateur et médiateur traditionnel. Et je rappelle également, il est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2015. Djadji Hamma Sangou est également membre du collectif des Maliens pour la réconciliation, le pardon et la paix. Et ensuite, il ne s'est pas fini. Il fut directeur national de l'artisanat du Mali et il est membre du réseau, membre fondateur, je vais préciser, du réseau des communicateurs traditionnels du Mali, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci, Télé à la FIA. Alors, on va essentiellement parler de la culture Songhoi, mais spécifiquement des aspects historiques liés à cette culture-là, les éléments fondamentaux qui caractérisent l'identité culturelle Songhoi, mais également, on va parler de certaines notions en lien avec cette culture-là. Mais avant, la médiation. Vous êtes médiateur traditionnel. Vous, comment est-ce que vous définissez la médiation? Merci, Monsieur le directeur de la télévision à la FIA, de cette opportunité que vous me donnez pour m'adresser beaucoup plus à la jeune génération qu'à la mienne. Beaucoup plus à l'information en direction des jeunes de la diaspora qui m'ont souvent sollicité sur des questions du genre. Et aussi, je prends l'émission pour le compte, pas pour des intellectuels, mais de l'oralité. Parce que j'ai souvent maille à partir avec les historiens qui nous imposent la vérité historique telle qu'ils l'ont écrite dans les livres. Alors que ce qu'ils n'ont pas appris est beaucoup plus important et beaucoup plus dense que ce qu'ils ont écrit. Je félicite ici le professeur PhD Mamadou Djibou, en ce moment ministre de son État au Niger, qui a compris mon cri de cœur au colloque sur la culture au Niger, au Burkina Faso, et tous ceux qui en ce moment sont en train de revisiter la littérature orale pour densifier un peu leurs prérequis. De manière très élaborée, on va essayer de faire des approches pour donner des informations que j'ai détenues de mes parents, de mes grands-parents, de la rue et de mes informateurs divers, sur l'origine même du Songhoi. Parce que ne serait-ce que la difficulté que nous avons dans l'orthographe du mot traduit toute la variété d'interprétation et d'explication du mot. Tu as Songhoi OI, Songhai, Songhoi, etc. Ça veut dire que plusieurs personnes ont essayé de donner des définitions. Mais que dit la littérature orale? Deux approches possibles. La première approche, c'est que les Songhai seraient des descendants de Sorko. Et le Sorko, c'est quoi? Le Sorko, c'est un descendant du prophète Noé alayhi salam. Et dans son activité professionnelle, c'est un pêcheur. Et en tant que pêcheur, toute sa génération, ils sont descendus le long du fleuve pour habiter les berges les plus poissonneuses. Et leur ancêtre s'appelait Makabote. Farah Makabote. Farah Makabote. Et vous avez souvent entendu parler de ce nom à travers les contes de Mahaman Tindirma. Farah Makabote. Et Farah Makabote avait son frère beaucoup plus bas, Barifono. Et dans la conception générale des Sorko, chez nous, que ce soit ceux de Gao, que ce soit ceux de la région de Diré, de Tindirma, que ce soit ceux des bords du lac, ils se connaissent et ils savent qu'ils ont un rapport mystique, mythique et existentiel qui fait qu'ils se connaissent et puis ils se font des parts et de concessions parce qu'ils ont le même ancêtre. Et d'où venait Farah Makabote? Peut-être de l'Égypte, première version. D'autres versions de Weizagungu du Nigeria. Ça, c'est selon Boubou Hamma. Ça sont des versions qu'on recoupe là. Il dit Songhoi Borenkane, Niger Borenkane, Boubou Hammankane, etc. Peut-être de Boubou Hamma de ce côté-là. Il peut venir de ce côté-là. Donc, au fond, les Songhoi, qui sont les cadets des Sorko sur le territoire. Parce que l'histoire dit que les ancêtres seraient venus du Yémen
Mais quand ils sont venus du Yémen, ils ont habité quelque part où ils ont trouvé des gens. Quand même. Même si dans l'histoire, ils ont eu beaucoup plus de popularité, ils ont eu beaucoup plus d'emprise sur l'histoire, ils ont quand même trouvé des gens. Et ceux-là qui sont venus du Yémen seraient les fils d'un roi, Sabata Siri ibn Harun. Sabata Siri ibn Harun. Ça, c'est le Tariq al-Fattash qui le dit. Mais quand tu viens dans la littérature orale, tu vas trouver Sabata, Harun. Et bon, de façon que, n'étant pas écrite, elle se déforme au fil du temps et de l'environnement, et tu as des noms, mais il est réglé que c'est une équipe. Et cette équipe-là, c'est un frère Songoy, avec son frère Soninke, qu'on appelle Wangara. C'est cette équipe-là qui est venue. Et c'est eux qui ont atterri à Koukia, qu'on appelait Bentia. Et leur dispersion s'est faite sur la base d'un consensus, après avoir réglé des conflits. Et ils ont tous occupé un espace. Le Sorko, il était là sur le bord du fleuve. De l'autre côté, il y a le Songoy, qui est première activité de chasse et de cueillette. Première activité. Avant l'agriculture. Puis est arrivée l'agriculture, ils ont découvert l'agriculture en découvrant le mil sauvage. Puis, les gens de la région de Gundam ont découvert le riz de manière sauvage dans la nature. Ils ont beaucoup de lacs en tout cas. Et c'est à la faveur de ces lacs que les scientifiques même ont fini par remonter la chose pour confirmer la thèse. Donc, il y a une répartition du travail. Les Soninké, au 4e siècle avant Jésus-Christ, étaient déjà à Essouk, Tadmeket, 80 km à l'est de Kidal. Ouais. Ils étaient là. Partout où il y a une histoire, une rencontre, vous avez vu le Songoy, vous avez vu le Soninké, vous avez vu le Sorko et vous avez vu le Wakore. Même si le Wakore, c'est un nom qu'on a donné au Soninké dans certaines régions précisément. De façon que le monde Soraï ne connaît pas beaucoup le mot Wakore. C'est ma première fois de l'entendre. Absolument, c'est un Songoy et qui a une activité de commerce et de recherche du savoir. On arrivera à ça quand on arrivera au culte. Donc, de manière générale, que dit la littérature orale? La littérature orale dit qu'il y a deux sources. Peut-être une première source depuis une descendance de Noé, une deuxième source qui est une source princière qui est venue de Yémen, mais ce qui est généralement admis, quand on admet que tout le monde est Songoy et que Maïga, c'est la marque déposée, quand on fait leur éloge, on dit Djali Yaman de Simana Rokoy. Djali Yaman de Simana. Vous ne prêtez pas attention. Les éloges, ça parle. Il dit Djali Yaman de Simana Rokoy. Ça veut dire quoi? Dia al-Yaman. Dia, qui vient du Yémen. Dia al-Yaman de Simanar. C'est deux villes qui sont traversées pour arriver à Koukia. Djali Yaman de Simana Rokoy. Bankasiyan de Bambé Rokoy. Ça veut dire quoi? Bambé, si tu viens dans le monde Bambara maintenant, et tous ceux qui font la pratique du Hodley chez nous, ils savent ce que c'est que le Bambé. Le Bambé, c'est l'autel. C'est l'autel sur lequel on fait les sacrifices. Le sacrifice, ouais. Donc, Bankasiyan de Bambé Rokoy. Bankacha de Bambé Rokoy. Donc, suivant la dimension de l'officier, le Bambé peut être grand ou petit. Donc, regardez bien. Djaliyaman de Simana Rokoy, Bankasiyan de Bambé Rokoy, Biti Mami Songoy. Donc, qui peut introduire l'obscurité et peut disparaître comme et quand il veut. Oui, on allait en venir. Aujourd'hui, on a l'impression que les Songoy ont tendance à c'est devenu peut-être même, comment on va dire, un tabou de dire par exemple que le Songoy a des liens forts avec on est dans un temps d'islamisation qui est vraiment très très présente, et c'est compliqué aujourd'hui de faire le lien entre aujourd'hui ce qu'on appelle en Soraï Korta et le Songoy. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous l'expliquerez?
on va y arriver, on va y arriver lorsqu'on parlera de la classification sociale. La religion africaine est l'animisme. Il y a à côté de l'animisme les deux religions révélées qui nous ont été imposées, l'une par la force et l'autre par la conviction. Mais dans notre ADN, on est animiste. La preuve, c'est quoi? Tu es dans la mosquée le jour, mais la nuit, tu es chez le marabout ou le féticheur. Ça veut dire que tu as conscience de l'existence d'une autre force. Sur la question aujourd'hui, l'expansion de l'islam fait que quand tu parles d'une autre religion qui n'est pas islam, on dit tu es mécréant. Mais au fond, de quoi s'agit-il? L'Africain a pensé et pense sincèrement et profondément que toute la créature, animée et inanimée, ont une relation de communication. Et que l'homme, dans son environnement, a une communication avec les êtres et les choses. Et nos poètes l'ont dit, les morts ne sont pas morts, ils sont dans. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'arbre, etc. Ils sont dans le fleuve, etc. Ça, c'est la conscience populaire que... Et la nuit, nous sommes sûrs aussi que nous voyons, nous faisons des sacrifices en direction de nos morts, des incantations, etc., etc. L'islam a dit seulement, au lieu de mettre des intermédiaires entre Dieu et vous, accédez à Dieu tout droit. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Ne mettez pas de fétiche, ne mettez pas ceci, ne mettez pas cela. Allez-y à Dieu parce que Dieu entend tout et voit tout. Mais l'Africain, essentiellement, est animiste. C'est la première religion de l'Africain. Maintenant, par la force des choses, le colon a envoyé le père blanc, qui est venu nous donner des images négatives de nous-mêmes. Sauvagerie, langue vernaculaire, caduque, arriéré, dépassé, pas bon. Tout ce qui est noir est mauvais. C'est pas une langue, c'est des dialectes. Etc. Vous n'avez pas de langue, c'est des dialectes, c'est etc. Langue vernaculaire. Et en cela, le premier bataillon de combat, c'est les premiers intellectuels qu'ils ont alphabétisés et mis à l'école. C'est eux qui sont venus nous dire que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons est sauvagerie, etc., etc. Et on a fait la comparaison entre les couleurs. Tout ce qui est noir est mauvais, tout ce qui est blanc est bon. On a brodé là-dessus. Pour dire Dieu est blanc, nous c'est le diable est noir, etc., etc. Donc on nous a matraqués à l'école. Par le fouet, par la chicotte, culturellement, on nous a envoyés, on nous a matraqués. Pour ceux qui ont compris, ils se sont soumis. Pour les récalcitrants, le canon a tonné. On y est toujours, je pense que... On y est toujours, on y est toujours. Et je profite pour rappeler la citation du vieux de Koulikoro, qui a illustré Amadou Kane dans l'aventure ambiguë. Parlant de l'école, il a dit... On avait envoyé les enfants à l'école pour comprendre et savoir. Mais ils n'ont pas transmis notre commission et eux-mêmes ne sont plus revenus. Ah, c'est vrai. Cela veut dire que... Les contenus pédagogiques ne sont pas du tout adaptés à nos réalités. Donc, tout, ça veut dire que nous tous, qui sommes partis à l'école du blanc, on est un bastion contre notre culture. Or, la culture... Quelle stratégie aujourd'hui? On n'est pas là. On est au constat. On est au fait que notre culture, la culture d'un homme, c'est sa colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, nous l'avons écrasée nous-mêmes. Donc on n'existe pas. Nous n'existons, nous, intellectuels, que par rapport à ce que l'Occident veut. Que par rapport à ce que l'Occident... Donc la première phase de solution, c'est d'abord la conscientisation. Il faut qu'on soit conscient du fait que, etc. Aujourd'hui, nous sommes quel type de produit? On ressemble à des chauves-souris qui n'appartiennent à aucun règne. Des oiseaux qui ont des dents. Et nos dents, on les a aiguisées contre notre propre culture.
Quand tu dis à quelqu'un des 5 ou des 6 produits naturels que Dieu nous a donnés et que nos grands-parents ont toujours utilisés pour nous soigner, quand tu leur en parles, ils vous disent c'est de la sauvagerie. Ce n'est pas dosé, ce n'est pas réglementé. On a le miel, on a le tanin, on a le moringa, on a le beurre de karité, on a le clou de girofle, etc., etc. Et depuis que le monde est monde, les Arabes qui ont inventé les mathématiques et la médication ont toujours utilisé ces produits. Mais les premiers à dire que c'est mauvais, c'est nous. Où va-t-on? Ce qu'il y a les pharmacies aujourd'hui. Oh, alors attends, arrête. Contrairement, quand ça chauffe, tu vas voir le vieux féticheur à côté la nuit. Ça veut dire que quelque part, tu crois à lui. Ou un tradithérapeute. Ou un tradithérapeute. La pharmacopée ou la médecine traditionnelle. Vous faites usage de ça à côté de la médecine. Heureusement qu'il y a des replis stratégiques de nos médecins qui ont créé cette sous-division-là de médecine traditionnelle, etc., etc. Et ils sont conscients que ça marche. Et que ces produits-là ont fait leurs preuves et leurs effets. Et ça, c'est stratégique pour nous. Qu'est-ce qui est arrivé en vérité? Il y a une organisation sociale que nous avons rompue. C'est que l'école française a cassé notre société dans sa structuration, dans son éducation. C'est là qu'on nous a atteints. Et comme eux-mêmes ils le disent, pour détruire un peuple, il faut t'attaquer à son éducation et à sa jeunesse. Et on a pris notre mode d'éducation, on a mis ça à côté et on nous a imposé un système. Le système qu'on nous a imposé... À travers un curriculum... c'est d'abord à travers le fouet, à travers la coercition, à travers... Au début, nos ancêtres n'ont pas compris, ils ont envoyé ce qu'ils appelaient les captifs et les petites gens à l'école. C'est vrai. Les captifs et les petites gens. Parce que eux, dans leur dignité, ils ne pouvaient pas aller s'accroupir devant, etc. Parce qu'ils ne comprenaient rien à rien, en fait. Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Donc, ils ont envoyé des gens pour la chair à canon, pour l'expérimentation. Donc, ils sont partis subir ça. Alors, notre société traditionnelle est structurée. Nous avons les nobles de cour et d'Europe. Les nobles de cour, c'est ceux-là qui ont atteint le degré de noblesse grâce au sabre, au combat et à la guerre. Ils se sont imposés, ils ont eu des terres, ils ont eu du bétail, ils ont eu de la renommée et ils sont restés en bonne intelligence avec les gens. Ils restaient en bonne intelligence et ils ont délimité leur territoire. Il y a les nobles d'Europe, les nobles de cour, ça, ce sont les sachants. Dans ça, tu peux mettre les prêtres, tu peux mettre les marabouts, tu peux mettre, etc. Ça, c'est la dignité due au savoir. Nous avons ça. De l'autre côté, nous avons la force de production. La force de production, c'est tout cela qu'on a attrapé à la guerre. C'est tout cela qu'on a acheté au marché. C'est tout cela qui, pour des problèmes de pauvreté, de disette ou de peur, sont venus se confier à des familles possédantes. Ils sont restés comme une force de production. Et en bas, on a les captifs, les esclaves, dont le statut peut changer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a fait d'eux des captifs? C'est la guerre. Et le jour où les forces, les positions sont renversées, ils recouvrent leur liberté, ils deviennent nobles. Parce qu'entre Barnian et Borkin, il n'y a que l'arrivée de la guerre. Dès que la guerre arrive, si je t'attrape au combat, tu deviens mon esclave. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont un statut très fluctuant. Mais, chez nous, dans le monde sorail de manière générale, il y avait de l'opulence, il y avait de la grandeur, il y avait de la vision, etc., qui font que ceux-là même qu'on appelle captifs se plaisent dans leur situation. Ils sont très contents. Parce qu'ils ne sont au courant de rien et ils ne font rien. L'habitat, ce n'est pas eux. L'habit, ce n'est pas eux. Le manger, ce n'est pas eux. La médication, ce n'est pas eux. Le mariage, ce n'est pas eux. Le baptême, ce n'est pas eux. Tout ça, c'est à la charge du maître. Et eux, lui, il a un volume d'activité précis à faire.
Et puis, ils se plaisaient. Jusqu'aux indépendances, en tout cas. Et même 10, 20 ans après les indépendances, la situation n'a pas changé. Mais depuis qu'on a dit... Mais on a tendance à voir actuellement que le maître ne fait rien du tout, mais continue à s'en réclamer, à dire que... Non, c'est-à-dire que les attributs du maître sont tombés. Les attributs du maître sont tombés. C'est ce que dit Seydou Badia dans Sous l'orage. Un homme qui tire sa puissance et sa présence au monde du nombre de femmes, de bétail, de céréales, de maisons, si un jour tu viens lui dire que tout cela ne vaut plus rien, il s'écroule. Comme dans Chinois à Tchébé, le monde s'effondre. Son monde s'effondre. Et les attributs sont tombés un coup. Ceux-là qu'on avait envoyés à l'école comme petites gens sont aujourd'hui les seigneurs. Ceux qui étaient de familles nobles n'ont plus rien. On leur a retiré leur terre. On leur a retiré l'élément fondamental qui fait leur noblesse et leur dignité, la chefferie. Et on a confié ça à leur adversaire du jour. Parce que chaque fois qu'un chef ne faisait pas l'affaire du colon, le colon s'est vengé de lui pour confier la chefferie à son adversaire potentiel du jour. Et tu vois un peu? Donc on l'a vidé. Il ne reste plus que le nom et les anciens titres. C'est exactement ce qu'on peut dire sous Cap, ce qui est arrivé au Mali. Quand on dit peuple de Sundiata, de Babemba, de Soni Alibert, de Firon. Ils sont de quelle époque ces gens? Qu'est-ce que nous on a produit? Qu'est-ce qu'on a produit? Nous vivons le regard tourné vers le passé. C'est regrettable. Oui. On n'a pas beaucoup mérité de ces gens-là. Il ne nous reste que les coquilles vides dont on se réclame. Et la jeunesse n'a plus de repères. Et on en arrive, la jeunesse est un autre drame. Alors cette répartition, cette structuration sociale qui maintenait la société traditionnelle Songhai en place, avait aussi son support et son soutien moral. Il y avait des valeurs éducatives. Tu vois, quelles sont ces valeurs-là? Tu vois Al-Houdrou. Quand, avec un regard extérieur, tu vois le Songhai, tu le vois comme un homme très gonflé, très suffisant, très, etc., qui se prend, qui saute, surévalue, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est dans son ADN. Qu'est-ce qui fait ça? 0 à 7 ans. L'enfant est sous la coupe de sa mère. Fille ou garçon. Et puis, avec un petit fouet, une paire de chaussures, une petite claque, on lui dit, ça se fait, ça ne se fait pas. Ça se fait, ça ne se fait pas. Ça se dit, ça ne se dit pas. Tu ne pars pas là-bas, tu ne manges pas chez les gens. Le crépuscule te trouve à la maison. Tu ne manques pas de saluer celui que tu rencontres. Et c'est un certain volume d'éléments éducatifs. 0 à 7 ans. À partir de 7 ans, on commence à l'orienter vers un métier. Il quitte la coupe de la maman, où il reste si c'est une fille. À ce moment, de 7 à 14 ans, elle commence à réaliser qu'elle est une femme. Qu'elle ne doit pas dormir avec les garçons. Qu'elle ne doit pas se promener la tête nue. Qu'elle ne doit pas. Et le garçon regarde son père. Quel est le métier de son père? On l'oriente vers un métier. Quand il n'est pas en train d'apprendre le métier, il est dans un centre d'apprentissage éducatif qu'on appelle Tende, dans la région de Tombouctou. Tous les enfants du village, même quand tu as besoin d'enfants à envoyer, tu vas au Tende, tu prends un enfant, tu renvoies en commission, et l'enfant revient au Tende. Et tous les enfants, à cet âge-là, commencent à savoir, à apprendre un certain nombre de valeurs. Un homme ne vole pas. Un homme ne triche pas. Un homme respecte sa parole d'honneur. Un homme ne trahit jamais son serment. Un homme n'abandonne pas son frère. Un homme partage tout ce qu'il a avec ses frères. Ces valeurs-là, on les introduit de 7 à 14 ans. On se bat pour les confirmer de 7 à 21 ans. Dans la troisième tranche,
Puis à cette tranche-là, on te prépare pour le mariage. Avant le mariage, c'est par classe et groupe d'âge que vous avez la circoncision. Et la circoncision, c'est la fraternité. C'est la fraternité. Au sortir de cette expérience-là, tu connais tous tes frères de case. Vous connaissez les caractères, vous avez des devoirs et des engagements les uns vis-à-vis des autres. Et ça renforce la cohésion sociale et la fraternité. Puis, d'un point de vue habillement, à ce moment-là, vous portez un habit 2 pièces. Forkien de Sibi, de Foula. On vous appelle les porteurs de chapeau, Foulakoy. Tous les Foulakoy sont prêts et positionnés pour le mariage. Et nous avons ces valeurs éducatives-là. Un homme ne porte pas un tissu de femme. Un homme ne porte pas un habit en pagne, vax. Non, ce n'est pas de chez nous. C'est des mauvaises valeurs importées. Un homme non marié ne porte pas le turban. Parce que la cérémonie du port de turban est un événement. Chez les Tamasheks, ça se fait avant le mariage. Et c'est consacré par une fête grandiose où le jeune Touareg reçoit beaucoup de cadeaux et de beaucoup de familles et il a son pactole avant le mariage. Dans le milieu Sonraï, ça se fait à la sortie de la chambre nuptiale. Là aussi, tous ceux qui ont participé à ton mariage te font un cadeau. Et le monde est tellement solidaire que tu as l'impression que le mariage, c'est l'occasion pour le gosse de s'enrichir. Exemple, dans la famille, je prends l'exemple de la famille Gawal Kaido que j'ai suivi un peu. La femme, au premier mariage, sa dot, c'est 9 génisses et un taureau. Quand tu lui dis aujourd'hui, on va te dire, mais attends, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de frères, il y a tellement de pères, il y a tellement d'amis, que c'est élégamment que chacun veut contribuer à ta dot. Qui amène 2 veaux, qui amène 2 vaches, qui amène 2 taurions. Et au sortir du calcul, tu te retrouves 2 ou 3 fois plus que ce dont tu as besoin. Parce qu'il y a du bétail. Parce qu'il y a la fraternité agissante. Ouais. Et ça, c'est comme ça. À ce moment-là, pour chaque segment de temps, il y a la tenue vestimentaire, il y a le comportement langagier, il y a le niveau de fréquentation, il y a les obligations. Cette structuration et cette éducation-là, l'Europe est venue la culbuter. Tu sors le matin, 8h, midi, 15h, 17h, tu es à la maison. On t'occupe à des activités de jardinage, de ceci et de cela. On a laissé tomber les métiers. Or, l'Afrique n'a pas besoin de grands ingénieurs dans tous les domaines. On a besoin de quelques ingénieurs et beaucoup de techniciens de développement dans beaucoup de choses. L'Afrique, on nous a tourné le dos sur nos activités professionnelles, traditionnelles, génératrices de revenus que nous connaissions. Donc cette éducation-là, on l'a cassée. On l'a cassée par un langage, on l'a cassée par un comportement, et on a créé des valeurs de seconde zone pour abreuver notre jeunesse. La valeur de l'homme, ce n'est plus son éducation, ce n'est plus son état d'âme, ce n'est plus ce qu'il sait faire, ce n'est plus son comportement, mais ça se mesure au volume de son compte bancaire, au nombre de villas, au nombre de voitures, quelle que soit son origine. Donc, toutes les grandes stratégies que nous avions à l'époque pour maintenir notre société en équilibre, toutes ont été jetées au calandre, à commencer par le mariage. C'est là qu'on a détruit notre société, par le mariage. Comment ça? On ne connaît pas l'amour. On ne se marie pas à quelqu'un parce que tu l'aimes. Non. C'est pas la personne qui se marie à une autre personne. C'est des familles qui renforcent leur présence au monde. C'est des familles qui échangent et renforcent des valeurs. Tu vas chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse, j'en ai besoin. Ce n'est pas à toi que l'on donne, mais à ta famille.
Moi, avant d'aller, je regarde bien qui est la mère de la femme qu'on va chercher. Et ça, on est formel là-dessus. On est formel là-dessus. Quel que soit les malices d'un homme, il ne fera pas d'enfant. C'est que la femme pour faire d'enfant. Le caractère de la femme, là, c'est ça qui réjaillit sur son... C'est incontournable. Donc, c'est des familles qui se marient. Et dans tous les mariages là de l'époque, tu ne connaissais pas ta femme avant. C'est peut-être à une semaine ou à 3 jours que tes griots ou bien tes forgerons te font la parole pour dire à la femme c'est un tel ton mari ou bien c'est un tel ta femme. Non, nous avons un phénomène beaucoup plus fort que l'amour. C'est l'habitude de vivre. Chez nous, on connaît l'habitude de vivre, on ne connaît pas l'amour. Celle-là, tes parents te disent ayo mashirahawendi. Ne nous fais pas boire la honte. Tu es notre fils. On t'a éduqué. On t'a élevé, on t'a nourri. Tu es notre ambassadeur. Oui, ils développent même 20 valeurs cardinales et les mêmes dignités sociétales que nous. Il y a des choses et des portes par lesquelles tu ne dois pas rentrer et des plats que tu ne dois pas manger. Oui. Ça, c'est une femme noble. Et quand on dit noble, c'est dans toutes les catégories. C'est vrai pour les nobles, pour les forgerons, pour les grassa, pour les mabos. Chacun tient à la dignité de sa classe et de son ethnie. Oui, donc, la femme, le premier principe dans ce milieu-là, la femme n'est pas un tambour. On ne tape jamais la femme. Le cas extrême qu'indique la religion, ce n'est pas taper, c'est menacer. Hein? Fouetter avec une chaussette pour l'obliger à prier. C'est quand même le cas extrême qui ne doit pas arriver dans une famille bien éduquée et bien élevée. Ça n'arrive pas. Donc, chez nous, on n'aime pas, mais on s'associe et on se lie par l'habitude de vivre. Et l'habitude de vivre est plus fort que l'amour. Parce que c'est l'absence ou le voyage qui détruit leur amour, là. Oui, tu aimes celle-là, là, au bout de la rue, vous vous êtes rencontrés. Ton portefeuille est gonflé et par accident, tu perds ton emploi. Les problèmes commencent à la maison. Et comme pour prévenir ça, c'est de manière ridicule, regarde, à Bamako, le commissariat de police, la mairie et la justice sont dans le même bloc. Je ne sais pas comment ça les a inspirés. Le divorce. Okay, on se marie, on fait des histoires, on va à la police et on va divorcer à la justice. Et les trois sont dans le même bloc. Et le premier constat des juges, c'est qu'il n'y a plus de divorce que de mariage. Finalement, on a bien des ménages sans hommes. C'est beaucoup de ça. Donc, il y a des valeurs sociétales qui ont été détruites pour déséquilibrer notre société. Et d'abord par l'école, comme vous l'avez dit, est-ce que quelque part, il n'y a pas l'espace social traditionnel dont vous avez parlé, où on apprend des choses, qui est devenu l'espace scolaire, où en fait il y a un maître qui est là, la classe elle est fermée, et il y a des enfants là-dedans, il y a un maître qui est là qui dit, bon, c'est comme ça que ça marche. Et cette personne-là ne nous appartient pas en réalité, parce que cette personne a acquis des connaissances étrangères. Je l'avais dit, c'est les premiers intellectuels, c'est le premier bastion contre la culture. C'est nous les premiers bastions, dont le maître. Ouais. L'enfant croit plus au maître qu'à son père. Quand il va à la maison, il dit voilà. Donc c'est fini là. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas apercevoir le maître à distance dans la rue. Tu disparais. Parce que tu sais ce qui se passe. Donc c'est lui le Dieu tout-puissant. Parce qu'on l'a donné un arsenal de coercition. Lui-même, il est dressé, il ne le sait pas. Il est victime de dressage pour venir combattre contre... De façon inconsciente. De façon consciente ou inconsciente. Inconsciente, ouais. Parce que j'ai rencontré un maître, quelque part, qui dit que, à l'université ou ailleurs, qui dit que le zikr est haram. Et on l'a surpris lui-même avec son chapelet, il fait du zikr. On lui dit, ah, monsieur, ça c'est quoi? Il dit, ah, entre ce qu'on me dit de dire et ce que je fais, il y a une différence. Bon, ça nous a rendu pas honnête, ça. On parle de la notion d'honnêteté. Il dit, bon, ça nous a rendu, ça nous a fait du bien. Alors, vous voyez, on nous a écartés de nos langues. La culture. La culture. Ministère de la Culture, souci de culture. Mais tout le monde parle de culture
Et je me dis, mais est-ce qu'on réalise un peu le contenu du mot culture? Le premier élément, Al-Houdrou, question simple. Quand tu rêves la nuit, tu rêves dans quelle langue? C'est dans ta langue maternelle. Oui. Ok? Tu rêves dans ta langue maternelle. Cela veut dire que l'extériorisation de ta pensée se fait par la langue. C'est le premier élément de la culture. C'est la langue. Le blanc nous a coupé de nos langues. Il a dit vernaculaire, sauvagerie, etc. Ouais, un exemple frappant d'ailleurs par rapport à la considération par exemple, le petit frère de mon père, c'est le petit père dans ma langue maternelle, c'est pas mon oncle. En français, on te dit petit père, le petit frère de ton père, c'est ton oncle, le petit frère ou de ta mère aussi est ton oncle. Alors que chez nous, on sait que c'est différent. Et pourtant, il faut l'apprendre comme ça. Oncle en français. Dressage. On nous a dressés. Voilà, tu vois quoi? On nous a écartés de nos langues, de notre possibilité et de la richesse de notre langue, pour ne pas, parce que notre ADN, notre âme, notre profondeur s'exprime dans nos langues. Mais on nous a coupés de nos langues pour nous imposer une langue. Alors, donc on a concrètement, quelle solution? Parce que est-ce qu'il faut arrêter d'envoyer les enfants à l'école? Parce que quand même, on sait que les enseignants ça ne va pas arranger les enseignants. Que faire? Parce que je pense que c'est une question quand même. Ou bien peut-être il faut adapter, continuer à adapter, parce que ça a été dit plusieurs fois dans les forats et autres. Il faut adapter le contenu pédagogique à nos réalités, à nos besoins. À nos activités, je sais pas. Je termine pour donner le deuxième élément de la culture, c'est la religion. Quand tu vois les chasseurs d'Onso, tu les reconnais à quoi? À leur accoutrement. Tu as peur d'eux, pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine puissance magique pour te nuire. Et eux, ils croient profondément à ça. Leur manière de faire, de dire, leur pensée, leur activité, tout se résume à ça. Et c'est dans cette voie qu'ils évoluent. Donc le deuxième élément de la culture, c'est la religion. Quand tu prends la religion qui nous est venue de l'Arabie Saoudite, telle que nous la voyons aujourd'hui, il y a un comportement vestimentaire, il faut porter des demi-pantalons, il faut avoir une longue barbe, il faut se couvrir la tête avec des trucs, etc. Il faut prendre les deux mains sur la poitrine. Donc une forme d'orchestration, d'exigences qu'on appelle des exigences religieuses qui, pour la plupart, sont civilisationnelles. Alors, le port de la barbe est civilisationnel arabe. Les Arabes ont porté la barbe pour indiquer leur activité professionnelle. Sur la barbe de l'individu, tu peux dire il est marabout, il est notable, il est commerçant, il est matelot, il est paysan, sur le port de la barbe ou du turban. Seulement qu'à un moment précis, le prophète alayhi salam a dit gardez vos barbes et rasez vos moustaches pour faire la différence à Médine entre les musulmans et les non-musulmans. Cela ne veut pas dire que c'est fait partie de l'islam. Mais le prophète l'a dit, comme prescription, on respecte ça. Mais il y a des gens quand même très obtus sur la question. En oubliant que Dieu a créé des gens qui n'ont même pas de poils sur le visage. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand même. Bon, donc il y a ça. Par rapport à l'habit, il est simple de dire, ne faites pas traîner vos habits pour des questions d'hygiène. C'est plus compréhensible et plus facile d'accès. Pour des questions d'hygiène, quand l'habit traîne, ça ramasse de la saleté partout. C'est simple à comprendre, non? N'est-ce pas? C'est simple à comprendre, etc., etc. Donc, il y a cette approche et la conviction et la manière de voir et de faire. Et ça, c'est extrêmement important. La foi est différente. Le troisième élément, c'est les objets de vie, les objets de culte. Quand tu es un marabout,
Chez toi, c'est des pots de prière, c'est des bouilloires, c'est une mosquée, une salle de prière, c'est des exigences. Quand tu es féticheur, aussi c'est les éléments du fétichisme qu'il y a chez toi. Quand tu es chrétien, c'est les éléments de manifestation du culte, la statue de Marie, etc., la chaîne au cou et tout ça là. Donc chacun vit sa religion à travers la manifestation matérielle des éléments de son environnement. Maintenant, si on doit nous éloigner de tout ça, qu'est-ce qui va arriver? On va laisser la culture maintenant de côté et poser la question. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est ce premier élément d'introspection et de questionnement. Il faut pas que les décideurs, parce que quand on dit décideur seulement, on voit administration. Non, c'est très restrictif. Aujourd'hui, on a créé des sociétés civiles fortes. Sinon, il faut qu'on arrive à des sociétés civiles fortes. Il faut qu'on puisse créer des structures d'encadrement et d'orientation. Il faut, Al-Houdrou, Kagao, la notabilité puisse mettre en place un organe ou une organisation moralement reconnue de tous et acceptée de tous, qui oriente la vie populaire à Gao. Ce qui se passe aujourd'hui avec le tramadol à Gao, l'État ne peut rien seul. Les marabouts ne peuvent rien seuls. Les parents d'élèves ne peuvent rien seuls. Les forces de douane et de police ne peuvent rien seules. C'est une action concertée et acceptée de tous. Il va être admis à Gao qu'on ne mettra pas une bouteille d'alcool sur le territoire de Gao. Tout le monde pense, tout le monde est d'accord et tout le monde agit dans ce sens. Le tramadol ne rentre pas. Un enfant avec telle tenue, on le corrige. Et son parent qui vient, on le corrige aussi pour remettre ça. Ça, c'est un consensus, une acceptation populaire. J'avais dit tantôt... C'est faisable, ouais. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne sortira pas. On ne peut pas s'asseoir à tous les coups pour dire l'État. Non, l'État c'est nous, et c'est nous tous. Et chacun au niveau où il se trouve. Le problème de la jeunesse aujourd'hui est un manque de repères. Et ce manque de repères, c'est quoi? C'est moral et c'est culturel. Tant que l'argent reste le maître du jeu, on n'aura pas une direction fixe. Elle va rester fluctuante. Parce que l'argent, il est là aujourd'hui, demain il est là. Il change de camp et de côté. Tant que cette société civile qui décide ne se met pas en place régulièrement et normalement, il n'y a pas de solution. Maintenant, Songoïtare. On en parle parce qu'il faut qu'on en parle. Je veux faire un bref rappel sur la langue, parce que nous disons que c'est la culture. Le dernier point, c'est en français, en tout cas. Tu veux en France Tout de suite là. Ok, oui. Ok. Donc, Songoï, Songoïzei, Songoï Boré. Attends, je vais t'introduire à ce niveau-là. Songoï, c'est les Sonrai pur sang. Songoïzei, c'est les métis Sonrai. Songoï Boré, c'est tous ceux qui vivent sur l'espace Songoï. Et c'est ça Irganda. Irganda, c'est ça. Tous ceux qui vivent sur l'espace, de manière globale et intégrée. Bon, les types de langues, vous avez Gao Cheni, Tumut Cheni, vous avez Niger Cheni qui font un peu avec les Zermachin Cheni. Au Bénin, vous avez le Dendi Cheni, vous avez un parler à Hombori, vous avez un parler à Djenne, vous avez un parler à Nyafunke, vous avez le Marenze au Burkina, vous avez le Songoï de Hombori, un Songoï au Ghana qui s'apparente un peu avec le Songoï de Hombori. Vous avez une langue chez les Birabiches
Agadez, qui est une variété ingale qui est là-bas. Vous avez en Centrafrique une langue qu'on appelle le sango. Vous avez au Soudan un sorail qui s'apparente au peul de Gabero. Tu vois un peu? C'est vaste. Hein, comme ça, c'est pour parler de l'étendue de l'empire Songwe. C'est le plus grand empire noir au sud du Sahara. Il va de la mer au Nigeria à la mer en Gambie. De la mer au Nigeria à la mer en Gambie. Et on est en train de faire quoi avec cette richesse, cet espace? Mais c'est maintenant qu'on en parle. Et c'est de plus en plus depuis 5 ou 10 ans. Depuis la création de l'association des communautés de culture Songwe en mouvement Irganda, qu'on est en train de conscientiser les gens sur l'étendue, sur les capacités. On ne réclame pas la territorialité, on ne peut pas. Mais on veut revendiquer les valeurs culturelles, les valeurs morales, les valeurs éthiques. Parce que c'est par la culture qu'on développe un pays. Les économistes me disent non, il faut manger quand même, mais il faut quand même vouloir manger. C'est vouloir manger là qui est culturel. Voilà, donc merci beaucoup pour cette partie en